Aujourd'hui, on a du pain sur la planche car je me lance dans une série de vidéos sur les plus gros stablecoins et croyez-moi, il y a du biscuit. J'ai alerté sur UST et Luna depuis septembre. Holy shit. Et je vous garantis que les gens qui m'ont écouté ne l'ont pas regretté. Il ne faut pas avoir peur. Alors, si un peu quand même, mais je vais vous expliquer les grandes lignes. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il est possible ou non que UST perde son PEG, c'est-à-dire qu'il ne soit plus égal à 1 USD, 1 dollar américain, comme ça a été le cas pour UST. Beaucoup de gens en ce moment même ont stocké énormément de valeur en stablecoin et ils ignorent totalement les risques. Ils se basent sur des rumeurs comme par exemple le fait que USDC serait beaucoup plus sécurisé que USDT et c'est sur ce genre de bruit qui court qu'ils choisissent comment stocker leur argent en bière. C'est pas idéal. Aujourd'hui, on va commencer par le gros morceau USDT. Dans le prochain épisode, on va s'occuper de USDC. Alors, abonnez-vous à la chaîne car, croyez-moi, vous n'avez pas envie de le rater. Are you talking to me? And who else are you talking to? Ceci n'est pas un conseil en investissement, je vous lâche les infos que j'ai, mais en aucun cas je ne suis responsable de vos propres décisions. Faites vos propres recherches, renseignez-vous par vous-même ou auprès de professionnels. Cette vidéo est de nature éducative et de divertissement, pas plus. Premier épisode USDT pour comprendre le problème insoluble qu'il y a derrière USDT, USDC ou BUSD, il convient de rappeler des trucs très importants. Bitcoin, à la base, a été créé avec plusieurs buts en tête. L'un d'eux, c'est que l'on puisse échanger de la valeur en ligne sans avoir à faire confiance à qui que ce soit. L'idée, c'est que si vous m'envoyez un BTC, j'ai pas besoin de vous faire confiance. Je vois l'état de la blockchain en permanence et cette blockchain est infalsifiable du fait des mineurs auxquels je n'ai pas besoin de faire confiance non plus. Le seul danger étant une attaque des 51% et, dans les faits, elle est impossible à l'heure actuelle. Bref, don't trust, verify, c'est-à-dire ne fais pas confiance, vérifie, c'est un peu la base de cette technologie. On veut sortir du système du tiers de confiance pour plein de raisons. J'ai fait 2 vidéos sur le sujet, je vous les mets en fiche si ça vous intéresse. Dans le cas d'USDT, USDT, BUSD, c'est un peu différent. À la fin des fins, le token a de la valeur pour une raison et une seule raison. L'entreprise Tether pour USDT, Circle pour USDC ou Paxos pour BUSD prétendent que pour chaque token en circulation, ils ont l'équivalent d'un vrai dollar américain dans leur portefeuille. Ça peut être un dépôt dans une banque, mais ça peut être aussi d'autres trucs comme de la dette américaine ou bien de la dette commerciale. Donc admettons que je fais confiance à la blockchain Ethereum et que je reçois l'un de ces 3 stablecoins, eh bien je vais devoir faire confiance à l'entreprise qu'il y a derrière pour être sûr que je détiens bien l'équivalent d'un dollar américain par token. Et c'est là tout le truc. Quand vous étudiez un stablecoin de ce genre, ce qui vous intéresse, c'est de savoir si oui ou non, il fonctionne de manière fractionnaire. Soit il y a l'argent dans la caisse et dans ce cas-là, peu importe le bank run qu'ils se prennent, ils sont toujours solvables et ils sont toujours capables de décaisser l'argent et du coup, vos tokens valent bien ce qu'ils sont censés valoir. Soit ils n'ont pas tout l'argent dans la caisse et ils vont être obligés d'annoncer au moment où ça arrivera que finalement ils sont insolvables tout en ayant toujours prétendu le contraire. Et ça doit vous rappeler l'affaire de Celsius ou de Three Arrows Capital. Et tout ça, c'est pas fini. Beaucoup d'entreprises peuvent faire banqueroute à tout moment, que ce soit dans le domaine de la crypto ou dans d'autres domaines d'ailleurs. Quand vous avez un USDT ou un BUSD, vous avez en réalité une sorte de coupon qui représente un dollar américain que l'entreprise en question vous doit. C'est de la dette. Mais c'est important de comprendre que quand cette entreprise vous doit un truc et que cette entreprise fait banqueroute, votre token passe littéralement à 0. L'entreprise est insolvable et donc ne vous paiera jamais. Quand on s'échange ce genre de token, on s'échange de la dette en réalité. On s'échange la
promesse d'un remboursement de la part d'une société réputée solvable. Donc vous qui avez l'habitude de la crypto, vous avez certainement entendu 1 million de fois « do your own research », c'est-à-dire faites vos propres recherches. Dans le cas de ce genre de stablecoin, faire ses propres recherches, c'est rassembler de l'info pour voir à quel point vous faites confiance à l'entreprise qui vous doit du fric. Aujourd'hui, on va aller voir du côté de USDT et dans les prochains épisodes, on va aller voir les autres. Maintenant, j'aimerais que vous vous mettiez à la place du gars qui s'occupe du USDT. Quand j'étais gamin, j'aimais bien les romans policiers, les Hercule Poirot, les Arsène Lupin et ce genre de trucs. Mine de rien, ça apprend à réfléchir d'une certaine manière, ça apprend à formuler des hypothèses et à essayer de les confirmer ou de les infirmer par les faits. Donc imaginez que vous êtes à la tête de USDT et que nous sommes en 2021. Vous êtes à la tête d'une fortune de 20 milliards et petit à petit, des milliards pleuvent. Une montagne de pognon s'abat sur vous et vers janvier 2022, vous êtes à la tête de 80 milliards, c'est colossal. Si vous laissez votre cash sur le compte en banque et que la banque ne vous tape pas des frais ou je sais pas quoi, tout va bien. Il n'y a pas de lézard, vous êtes la réserve de valeur pour plein de gens, il n'y aura jamais de scandale, jamais de prison, jamais de problème. Mais si vous convertissez cet argent en dette et que vous arrivez à faire un petit rendement tout faible, genre seulement 1% par an, c'est-à-dire environ 6 millions par mois, ça met du beurre dans les épinards. Et figurez-vous que quand vous avez une telle somme, il y a pas mal de gens qui viennent frapper à votre porte pour savoir si par hasard, vous ne seriez pas intéressé par de la dette avec rendement. Alors c'est ultra tentant et évidemment ils l'ont fait. C'est un secret pour personne. Vous avez donc un token qui en quelque sorte est de la dette de USDT vers vous. Et USDT a de la dette d'État, dette corporate, c'est-à-dire des dettes d'entreprise. Donc d'une certaine manière, quand vous avez un USDT dans votre wallet, vous avez de la dette d'une boîte dont vous ignorez tout, vous assumez le risque de non-remboursement de cette boîte totalement, et en plus de ça, normalement, en échange de risque, vous avez un rendement, et bien dans le cas du USDT, vous n'avez même pas ce rendement, car c'est l'entreprise Tether directement qui touche ce yield, c'est-à-dire ce rendement. Ça paraît pas un super deal du coup, avoir prêté du pognon à on sait même pas qui en échange de rien, c'est pas génial. Alors peut-être que vous faites travailler vos stablecoins dans un protocole ou je sais pas quoi, et que vous avez un rendement. Et ça c'est cool, mais vous avez un double risque. Vous avez d'une part le risque du protocole, hacking, problème de design comme dans Encore, risque technologique et tout ça, mais en plus, vous avez le risque caché d'une boîte ou plusieurs boîtes qui ont emprunté à Tether et qui ont fait faillite, et hop, Tether devient insolvable par définition. Bon, maintenant que vous avez compris les grands principes de ce genre de token, les grands enjeux et les trucs à surveiller, on va pouvoir passer dans le concret. Premièrement, un petit peu de contexte par rapport au succès du stablecoin pour voir à peu près où on en est dans son historique. Vu de loin, ça ressemble à une success story qui merde un petit peu à la fin, là, comme on peut le voir. Mais si on remonte un petit peu le cours du temps pour y voir un petit peu plus clair, parce que là, sinon, vraiment, on n'y voit rien du tout, on voit que le premier bullrun de 2017, donc ça a commencé en 2015, le premier bullrun de 2017 a fait exploser la demande sur ce stablecoin, le faisant passer de quelques centaines de milliers de dollars à quelques millions, puis à 2 milliards. Donc on peut le dire, le premier bullrun les a mis super bien. Et donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, les bear markets ne sont pas vraiment des périodes fastes pour les stablecoins non plus, c'est pas parce que le marché crash que la demande en stablecoin explose. Au contraire, on voit là que pendant la période de 2018-2019, ça a été plutôt stable, voire même ça a reculé. Mais bon, ils étaient quand même assis sur 2 milliards qui pouvaient faire travailler, et donc du coup, s'il n'y avait pas de trou dans leur trésorerie, on se rappelle, en théorie, tout va bien. La suite, eh bien, la suite, ça nous fait passer d'environ 2 milliards à 4 milliards au début du bullrun. Le vrai début du bullrun pour eux, c'est
mars 2020, mais en attendant, c'est vrai que là, de janvier 2019 jusqu'à avril 2020, ils ont doublé quand même. Donc ça veut dire qu'environ de par là à par là, où on voit que finalement on avait touché le point de bas de marché et on remontait, eh bien leur capitalisation a doublé, c'est normal, c'était le début du bull run, mais pas non plus la phase extraordinaire qu'on a eue de avril 2020 à avril 2021. Et donc du coup, là, quand ça part vraiment, eh ben alors là, ça rigole plus, c'est pas un doublement de la market cap, mais c'est carrément passé de 2 milliards à 83 milliards, 1 fois 40, ils se sont mis là, effectivement, ultra bien. Alors, finalement, ils sont passés de 83 milliards à 65 milliards, donc ils ont dû décaisser beaucoup d'argent. Et comme on l'a vu, eh bien, ils n'ont pas perdu leur PEG, donc c'est-à-dire que tout cet argent était dans les caisses et était absolument liquide. Ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir s'ils avaient 18 milliards de liquidités, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si, à l'heure actuelle, en ce moment, ils ont bien ces 65 milliards, 66 milliards de liquidités. Est-ce qu'on peut encore leur faire confiance? Cependant, je tiens à indiquer que c'est plutôt un bon point. On voit qu'ils ont réussi en très peu de temps à décaisser tout l'argent qu'on leur a demandé. Il n'y a jamais un mec qui s'est pointé et qui a dit bonjour, je voudrais mon argent, et eux ont dit ah bah non, c'est pas possible. Au moment où ils avaient 83 milliards de stablecoins en circulation, eh bien ils avaient au moins 18 milliards de très liquide. Donc ça c'est un très bon point, mais ça nous suffit pas. Alors ici on a un graphique très intéressant qui nous montre les 4 plus gros stablecoins, donc ceux sur lesquels la série va se concentrer, USDT, USDC, BUSD et DAI. Et donc du coup, on voit que effectivement entre novembre, donc le top de marché, et mars 2022, en cumulé, les stablecoins continuaient de prendre de la market cap. Et ce qui est intéressant de noter, c'est le jeu qu'il s'est déroulé entre USDC et USDT pour voir un petit peu les dynamiques. Et donc du coup, du top de marché, c'est-à-dire novembre jusqu'à l'affaire Luna, malgré le début du bear market, USDT continuait de voir sa market cap exploser. C'est-à-dire qu'ils sont passés de 71 milliards à 83 milliards. Alors, c'est pas aussi explosif que durant le bull market, mais quand même, c'est vraiment très bien. En tout cas, pour une boîte normale, pour une boîte non crypto, c'est vraiment une très belle croissance. Et si vous regardez USDC, eux, jusqu'en mars, ils ont continué à croître, mais à partir de mars et avant l'histoire de Terra Luna, ils ont commencé à prendre cher, à décroître. Et une boîte qui décroît, c'est assez mauvais signe. Bon, bref. Donc, ils décroissent et ils passent de 53 à 48. C'est beaucoup, hein. 5 sur 50 et quelques, ça fait un petit peu moins de 10%, c'est beaucoup. Donc, avant l'affaire de Terra Luna, USDC perd des parts de marché par rapport à USDT. Et finalement, c'est l'affaire de Terra Luna qui va donner un coup de boost en termes de parts de marché à USDC et aussi en termes de capitalisation. À partir de ce moment-là, bien que ni USDC ni USDT n'aient quoi que ce soit à voir avec Terra Luna, le marché a décidé. On ne sait pas pourquoi, enfin vous allez le voir à l'issue de cette vidéo, c'est pas du tout évident, mais je pense que c'est la réputation, les articles de presse et non pas les faits, qui ont fait que, eh bien, USDC tout à coup s'est vu comme une sorte de buée de sauvetage, un safe haven, comme disaient les Anglais, une sorte d'endroit où il valait mieux se réfugier. Et donc à partir de ce moment-là, USDC est passé de 48 à environ 55, donc ils ont même dépassé leur capitalisation de avant leur déclin. Ils ont pris quand même 7 milliards, et dans le même temps, comme on l'a vu, eh bien USDT, eux, ont perdu 13 milliards, et au global, le marché des stablecoins, lui, a pris une vraie claque, il a continué à dégringoler encore plus fort. Donc c'est intéressant de voir que le leader du marché, avant cette histoire du ST, de Terra Luna, se comportait mieux que les autres, et depuis cette histoire du ST, depuis cette
mise en cause de la confiance globale sur les stablecoins, eh bien, c'est USDC qui remporte la mise. Alors maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur un fait très important. On a compris qu'on n'était pas dans le domaine de la blockchain, on n'était pas dans le Bitcoin ou ce genre de truc. Là, il y a des entreprises avec des juristes, avec des juridictions, etc., avec de l'argent sur des comptes en banque. Et donc, du coup, la loi et ce genre de truc est très importante. C'est pas un truc d'ingénieur avec des dynamiques qui se passent. Là, on sort de ce game-là, on est dans le game des cravates et des cours de justice. Et donc, du coup, il faut comprendre les termes et comprendre ce que ça veut dire. Ici, je suis sur le site de Paxos, donc c'est l'entreprise qui s'occupe du BUSD, et ils nous introduisent une notion que moi, je ne connaissais pas, car je ne suis pas juriste, mais qui est très très intéressante. C'est la notion de bankruptcy remote. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Eh bien, Paxos, en fait, a deux comptas. Ils ont la compta de l'argent qu'ils gardent pour les stablecoins et ils ont la compta de leur boîte. Et ça veut dire que ces deux comptas séparés et que si leur boîte fait faillite parce que, je ne sais pas, moi, le PDG a décidé de s'acheter beaucoup trop de jets privés, d'investir dans des trucs triso qui fonctionnent pas, je sais pas, de prendre des participations dans des boîtes qui ne marchent pas, de créer de la dette qu'ils n'arrivent pas à rembourser, eh ben, sa boîte va faire faillite, mais les gens qui ont du token BUSD, eux, grâce à cette histoire de bankruptcy remote, pourront récupérer l'argent que leur stablecoin vaut. Alors, comment ça marche? C'est très intéressant. C'est que, en gros, si une boîte qui n'est pas bankruptcy remote fait faillite, eh bien, peut-être il y avait l'argent des stablecoins quelque part dans une caisse, mais les juristes, les cravates, ils vont aller taper dans cette caisse pour rembourser les gens qui ne sont pas les gens qui possèdent le token, mais d'autres gens avant. Mettons, ils avaient une dette pour faire je sais pas quoi, et on va payer cette personne-là avant de vous payer vous, le gars qui possède du stablecoin. Juridiquement, je m'y connais pas assez, mais je le vois trop arriver, vous allez arriver en dernier en fait. Donc imaginez que vous avez une boîte où vous savez qu'il y a 50 milliards de réserves, 30 milliards de réserves, 20 milliards de réserves, 80 milliards de réserves. Est-ce que vous allez lui faire un crédit? Bah oui, parce que vous savez que de toute façon, vous serez payé, surtout si vous vous connaissez bien en cravate. Et donc du coup, il y a environ un an, cette personne-là qui s'occupe de Paxos en partie, donc c'est le chef de la compliance, donc c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est cravate, eh bien il a voulu noter les différences qu'il y a entre son token à lui et USDC et USDT. En fait, il a voulu casser du sucre sur le dos de ses compétiteurs pour essayer de prendre des parts de marché. Ça n'a pas ultra bien marché, mais il a essayé. Bon, alors on va voir. Et donc du coup, lui, il nous dit qu'il est sous la loi de la banque de New York et que les deux comptas sont parfaitement séparés, segregated, c'est ça que ça veut dire. Et donc du coup, en cas de banqueroute de la part de Paxos, pas de souci, les gens qui ont le token, on ira taper dans la caisse du token. Donc si la caisse du token contient 100% de l'argent qu'elle est censée contenir, tout ira bien. Et c'est pas le cas dans le cas, nous dit-il, de USDC et USDT apparemment est dans la même catégorie, même si c'est pas formellement marqué. Alors j'ai lu des articles, j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Et de manière un petit peu ultime et pour la blague, j'ai cherché s'il y avait Bankruptcy Remote sur le site de Tether et on voit que Google, lui, n'a pas indexé une page sur laquelle il y aurait ces termes d'inscrits sur le site de Tether. Donc je pense que cette information parle d'elle-même et que au cas où cette entreprise qui détient USDT aurait des problèmes de trésorerie, quand bien même la caisse serait pleine, les gens qui possèdent de l'USDT l'auraient quand même dans l'os. Si vous avez des informations supplémentaires sur le sujet et que en réalité Tether ou Tether, je sais jamais comment on dit, est bankruptcy remote et qu'ils ont un compte séparé pour la caisse des USDT et pour leur boîte qui est capable de faire des dettes par ailleurs
pour des investissements, pour faire du marketing, des travaux, acheter des jets privés ou faire des piscines de caviar, eh bien, je suis preneur. Voilà, donc on enfile à nouveau notre costume d'Hercule Poirot et on connecte les différentes informations dont on vient de parler afin d'en tirer des petites conclusions. Donc, les informations qui sont intéressantes, c'est que USDT a reçu une montagne de pognon. Leur comptabilité n'est pas exactement transparente, en tout cas, elle n'est pas moins transparente ou plus transparente que la compta de Bernard Madoff ou que des gens régulés, voire ultra régulés. Il faut comprendre que quand il y a le scandale de Lehman Brothers ou de je sais pas qui, il y a des régulateurs, des comptables, des experts comptables, des je sais pas qui viennent et qui regardent précisément les comptes et qui disent voilà, coup de tampon, c'est bon quoi. Et là, dans le cas du SDT, on sait que c'est pas exactement ultra transparent au niveau de la comptabilité et on sait aussi qu'ils ne sont pas bankruptcy remote. Si jamais il y a un problème avec leur comptabilité de la boîte et pas la comptabilité de la caisse de la trésorerie des USDT en eux-mêmes, eh bien quand même, ils pourraient éventuellement faire faillite et s'ils faisaient éventuellement cette faillite-là, eh bien, on irait taper dans la caisse des USDT. Donc, même si la caisse des USDT était super bien gérée, vous avez ce risque-là. Et maintenant, costume d'Hercule Poirot, deuxième étape, si jamais vous êtes à la tête d'une société où les milliards pleuvent et peuvent éventuellement vous faire tourner la tête et que en plus, on vous fait crédit ultra méga facilement parce qu'on sait qu'on va pouvoir aller taper dans votre trésor de guerre en cas de problème et quoi qu'il en soit, et donc du coup vous n'avez jamais aucun problème à dépenser de l'argent, bien au contraire. Il faut une force mentale, il faut une force morale extraordinaire afin de pouvoir, on va dire non à tout cela et continuer de gérer le business précisément. Généralement, il faut savoir que l'argent monte à la tête des gens et leur fait faire n'importe quoi. Bernard Madoff, c'était quand même un gars qui était l'ancien président du Nasdaq ou je sais pas quoi. Enfin, quelqu'un qui avait eu des grosses responsabilités au sein de Wall Street directement. Et pourtant, quand on se retrouve face à un dilemme cornélien, et ben parfois, malgré tout ça, on fait le mauvais choix. C'est très très fréquent dans l'histoire et ce ne serait pas étonnant de la part du SDT. Est-ce que Tether, je ne sais toujours pas comment on dit, nous mentirait? Eh bien, il faut savoir qu'ils ont déjà eu une amende de 18,5 millions, donc c'est-à-dire des clopinettes, une petite tape sur les doigts de leur point de vue, 18,5 millions de dollars d'amende pour nous avoir menti. Apparemment, il manquait 850 millions, et du fait qu'il manquait 850 millions, eh ben, on leur a dit, tiens, paye 18 millions de plus. Donc du coup, là, on se base sur de la confiance envers une entreprise qui nous a déjà menti par le passé. Est-ce qu'elle a arrêté de nous mentir parce qu'elle se dit, ouais, là, les enjeux sont énormes, il y a tellement d'argent à se faire si on ment pas et si on fait tout bien, que franchement, j'ai envie d'arrêter de mentir et j'ai envie de faire tout bien. Ou alors, ils ont continué de faire de la merde. C'est à vous, en votre âme et conscience, de vous poser la question avec votre petit chapeau melon, votre moustache d'Hercule Poirot. Alors c'est intéressant parce que récemment, Paolo a répondu à ses détracteurs. Et Paolo, c'est qui? C'est le responsable technique chez Bitfinex et chez Tether. Alors, c'est normal qu'il ait un peu les boules parce que, comme on l'a vu au moment où il écrit ces lignes, la market cap de USDT a perdu 16 milliards et vraiment sans raison particulière. Il n'y avait pas eu de nouvelles news par rapport à USDT, simplement les gens se sont réfugiés vers USDC du fait de la mauvaise réputation de USDT que USDT se prend depuis 2015. Moi, depuis que je m'intéresse au monde de la crypto, c'est-à-dire depuis le 2017, j'entends récemment, tout le temps, des rumeurs par rapport à USDT, comme quoi ils n'auraient pas l'argent derrière, puis finalement tout va bien, puis finalement à nouveau un FUD, et puis finalement tout redevient bien. Bref,
c'est régulier, c'est récurrent, c'est tout le temps. Et donc du coup, je comprends que si ce n'est pas le cas, ils doivent vraiment en avoir marre. Il faut vraiment être solide pour ne pas avoir un peu les boules. Donc qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit en gros qu'il y a une coalition de gens qui sont des hedge funds et qui sont pas très gentils, qui se sont coordonnés, qui ont fait une attaque coordonnée contre USDT. Donc là, il nous dit qu'ils ont utilisé des perps, qui est en gros des contrats futurs, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi dans les commentaires si c'est pas le cas, et que ça, c'est l'outil parfait afin de pouvoir shorter USDT et donc de pouvoir lui causer des dommages. Ensuite, il rappelle tout ce qu'on a reproché à USDT depuis des années, à savoir qu'il n'y aurait pas 100% de l'argent dans la réserve, que Tether aurait été exposé à Evergrande, c'est-à-dire qu'ils auraient eu de la dette de la part de cette entreprise qui fait de l'immobilier en Chine, qui est, il me semble, la deuxième plus grosse entreprise d'immobilier en Chine et qui a des graves problèmes financiers et qui certainement ne pourra pas rembourser ses dettes, ou en tout cas, c'est compliqué. Et donc ça, effectivement, ça aurait été un trou dans la caisse pour USDT et ça aurait été problématique. Donc lui, il nie ce fait, hein. Il dit aussi qu'il y avait une rumeur qui disait que USDT avait 85% de sa dette commerciale du côté de la Chine, et il dit que c'est pas le cas. Il dit aussi que c'est pas le cas, qu'ils aient créé des USDT from thin earth, qui signifie sans avoir reçu d'argent en contrepartie, donc concrètement faire de la planche à billets directement dans l'USDT. Il dit aussi que c'est pas le cas que USDT ait prêté de l'argent à des gens sans avoir un collatéral qui était supérieur à l'argent qu'ils avaient prêté. Et il dit aussi que beaucoup de gens, malheureusement, croient dans des histoires qui sont propagées de manière coordonnée par des clowns pour entacher la réputation du USDT. Alors, à partir de ce point-là, moi je vais dire ce que je pense du début de ce tweet, et je dis que de toute façon, nous, on ne sait pas si ces allégations sont vraies ou sont fausses, on doit simplement croire en la bonne foi de Paolo, et c'est tout. Et moi, la bonne foi de Paolo, ça me suffit pas vraiment, j'ai besoin de un peu plus pour accorder ma confiance. Je dis pas que ce qu'il dit n'est pas vrai, je dis que moi, personnellement, j'ai besoin de plus que la bonne trogne de Paolo pour croire en ce que me dit Paolo. J'ai besoin de faits, j'ai besoin de preuves. On se rappelle du début de la vidéo, la crypto à la base c'est Don't Trust, Verify, et là je peux rien vérifier du tout, je suis obligé de faire confiance comme ça aveuglément. Ça m'embête. On continue les tweets de Paolo. Donc là il nous dit que malgré le fait de tous ces efforts, eh bien on continue de les considérer comme les bad guys de la crypto. Donc ces efforts c'est d'être audités par des compagnies qui ne sont pas eux-mêmes, augmenter leur transparence, réduire leurs expositions aux papiers commerciaux, c'est-à-dire à la dette d'entreprise, déplacer leurs fonds vers de l'US Treasury, donc c'est-à-dire de la dette américaine. Et bien malgré tous ces efforts, effectivement, ils continuent d'avoir mauvaise réputation. Dieu que la vie est injuste, Paolo. Ensuite, il nous dit qu'il rappelle qu'ils ont toujours dit qu'ils avaient 100% de l'argent dans les caisses et que en 48 heures, ils ont été capables de liquider 7 milliards. C'est vrai, c'est impressionnant, mais en même temps, ça ne devrait pas nous surprendre, puisque ça fait tout le temps que vous le dites. Donc du coup, vu que ça arrive, on n'est pas surpris, nous on s'y attendait. Même 60 milliards, même 80 milliards, en fait, ça ne devrait pas être une source de fierté, puisque c'est ce que vous proposez, c'est ce que vous promettez en échange de votre produit. Donc en 48 heures, 7 milliards, et ensuite il dit 16 milliards, donc 19% de leur total, au moment où il écrit ces lignes. Également, il nous dit que effectivement, ils sont passés en dette commerciale de 45 milliards à 8 milliards, et donc du coup, c'est censé ça nous rassurer. Et il nous dit que le portefeuille de USDT est plus fort que jamais, qu'il ne l'a jamais été. Donc autant dire, avant c'était pire, mais maintenant ça va. Et ensuite il fait un clin d'œil vers ces fameux hedge funds, donc j'imagine qu'il fait référence à Three Arrows Capital, pour dire qu'ils étaient considérés comme les chevaliers blancs de l'industrie, qui étaient vraiment très 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 forts, et là ils viennent de se prendre une gamelle, et ils vont disparaître, en prenant des risques que eux, USDT, n'auraient jamais pris. Et donc du coup, ils avaient bonne réputation, tandis que USDT avait mauvaise réputation, et aujourd'hui, on voit le résultat, on voit qui était naze et qui était bon, et USDT le souligne.
Et ensuite, il fait remarquer que malgré la pression extrême que USDT se prend, eh bien, on voit que le stress test a été passé et que USDT a tenu. Et il se pose la question, est-ce que les autres stablecoins sont capables de subir un tel stress? Et voilà pour son propos que j'espère, que je pense que je n'ai pas. Vous pouvez aller le lire vous-même sur Twitter de toute façon. Alors en ce moment, dans la communication des stablecoins, on a fréquemment, on a très souvent cette mention qu'ils ont de moins en moins de dettes d'entreprise et de plus en plus de bonds, c'est-à-dire de la dette américaine directement. La dette américaine est très peu risquée parce que si l'État américain fait faillite et que vous avez un stablecoin sur l'USD, donc de toute façon l'USD va se prendre une gamelle historique des enfers qu'on n'a jamais vu à travers le monde de l'histoire du USD. Et donc du coup, de toute façon, tout le monde va avoir envie de se débarrasser de leur USD, et de toute façon, leur boîte, ça va être compliqué. Donc pour eux, finalement, le bonds, la dette américaine directement, ça semble être un bon produit, voire même un très bon produit finalement. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils se vantent tous en ce moment de se débarrasser de leur dette d'entreprise. C'est pour que les gens se disent oh bah voilà, on s'expose pas à des problèmes gigantesques comme Evergrande qui ferait faillite, et donc du coup, un trou dans la caisse dans un stablecoin, et donc du coup, on a des problèmes. Les gens cherchent de la sécurité dans les stablecoins, et donc du coup, ils communiquent là-dessus. Moi, je trouve que cette communication est un petit peu abusée, parce que, effectivement, ces gens-là gèrent du risque. Et là, on rentre dans une crise économique mondiale, peut-être dans une récession. En tout cas, le risque sur la dette d'entreprise, le risque que des entreprises fassent faillite et ne puissent pas rembourser leurs créanciers est très élevé. Donc du coup, c'est normal de se débarrasser de sa dette d'entreprise ou de réduire la voilure là-dessus. Et en même temps, on a les taux sur la dette américaine qui remontent. Donc on va faire de l'analyse graphique, vous allez voir, je suis un spécialiste. Donc là, vous voyez, on part de 91, ça descend, et puis là, on revient, ça monte, puis ça redescend, puis ça remonte. Donc là, sans moi, vous ne l'auriez pas remarqué, hein. Vous pouvez quand même me dire merci. Alors plus sérieusement, USDT a commencé en 2015 et depuis des années et des années et des années, les taux sur la dette américaine n'étaient pas très intéressants. Vous commencez USDT à ce moment-là et vous vous dites ouais, je vais gagner même pas 1%, franchement c'est naze, je préfère prêter à des gens qui m'offrent plus de rentabilité. Et puis bon bah là vous voyez ça monte, donc c'est pas mal, voilà 2%, là ça commence à être plus intéressant. Mais si on est en bull run à l'échelle mondiale, certainement, ils trouveront franchement mieux. Et puis là, bon, à l'échelle mondiale, peut-être, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, jusqu'en 2021, ça chute, et là, franchement, c'est pas très attractif. Et on se retrouve en mai 2021, à un moment où les bonds, franchement, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est de la merde, ça rapporte pas d'intérêt. Autant quasiment avoir du cash, quoi, c'est quasiment pareil. Et là, à ce moment-là, la dette sur les entreprises devient de plus en plus risquée. Il y a l'affaire de la Chine qui commence à être bloquée au niveau de la grippe dont on ne saurait dire le nom. Il y a l'affaire de la guerre en Russie. Bref, le risque semble être de plus en plus élevé. Donc on a envie de se débarrasser peut-être de ces papiers commerciaux pour quelque chose de plus sécurisé. Et ça tombe bien, c'est à ce moment-là où les taux remontent, où la Fed décide de remonter ses taux. Alors ça, c'est le 3 mois, mais on peut regarder le 1 an, il a à peu près la même tête, le 2 ans, il a à peu près la même tête, le 5 ans aussi, le 10 ans aussi, le 20 ans, pas du tout la même tête, et le 30 ans, à peu près la même tête. Donc finalement, il y a un alignement des planètes, ça fait super bien, ça fait sérieux de dire ça, et en plus, en réalité, c'est ce qu'il faut faire, même si on n'avait pas envie de rassurer ses utilisateurs, certainement c'est ce qu'ils auraient fait, parce que le rapport coût-bénéfice entre bons sur la dette américaine et papiers commerciaux pour eux n'est en fait plus intéressant. Alors du coup, on retrouve ce genre d'article où on nous dit que Tether a pour but, a comme volonté de passer à zéro en commercial paper, en dette d'entreprise. On nous met même un lien vers le rapport qui détaille
leurs finances à l'heure actuelle et on a, comme vous le voyez, 20 milliards en ce moment en dette d'entreprise. Notez que le truc doit un peu dater parce qu'on en est à 82 milliards là. Donc à l'époque, on avait environ un quart de dette d'entreprise et ils veulent aller à zéro. Quelle surprise du fait de la remontée des taux et de l'augmentation du risque d'insolvabilité des entreprises. Ouh là là, je m'y attendais pas, c'est dingue. Mais bon, ça leur permet de se payer de la presse qui, petit à petit, va améliorer leur réputation. Pourquoi s'en priverait-il ? Dans les dettes d'entreprise, il y a quoi ? Il y a par exemple 1 milliard prêté à Celsius. Et Celsius, vous en avez entendu parler, ça fait l'actu crypto partout, tout le temps. Ils sont dans la merde, ils ont coupé le retrait de leurs clients, donc ils sont insolvables techniquement. Et donc du coup, quand vous avez prêté 1 milliard à un mec insolvable, vous êtes pas bien. Mais on a vu dans le tweet du gars du SDT que de toute façon, ils déclarent qu'ils avaient prêté à ce genre d'entreprise en échange d'un collatéral supérieur au montant du prêt. C'est une histoire qui tient à peu près la route parce que Celsius, eux, déclarent que en fait, ils ont l'argent, mais cet argent, ils ne peuvent pas le donner tout de suite parce qu'il est bloqué. Donc effectivement, si vous avez donné un collatéral, vous ne pouvez pas le récupérer tant que vous n'avez pas remboursé le prêt, mais ça ne veut pas dire que ce collatéral, vous l'avez perdu, évidemment. Donc c'est insolvable, mais c'est des histoires de comptabilité, c'est des histoires de ils n'ont pas accès aux fonds, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les fonds. Alors ça, c'est à mettre en relation avec le fait que le gars de chez FTX qui voulait racheter Celsius a dit finalement j'ai regardé la compta et je trouve que c'est pas génial, donc non, finalement je vais pas acheter Celsius. Et ce type-là, il s'y connaît quand même vachement bien en entreprise, puisque c'est le fondateur d'FTX, c'est-à-dire un échange qui va vraiment super bien en termes de croissance, etc. On peut le dire, il est très fort. Mais on l'a vu, SDT à ce genre de FUD répond qu'il n'y a rien à voir, passez votre chemin. On ne peut pas vraiment savoir le fin mot de l'histoire, mais on peut dire que peut-être USDT dans cette trésorerie s'est pris une carotte. Si c'est pas sur Celsius, c'est peut-être sur un autre. Ou alors, on peut les croire sur parole qu'ils ont toujours pris un collatéral supérieur. D'un autre côté, quand ils nous disent on a pris un collatéral supérieur au montant du prêt, ils ne nous disent pas quel était ce collatéral. Si ce collatéral c'était du Bitcoin par exemple, le Bitcoin a perdu de la valeur. Si ce collatéral c'était de la crypto en général, on n'est pas bien. Donc voilà, on n'en saura pas plus sur ce genre d'affaires. En fait, on ne peut pas savoir et c'est là la clé du problème. Voilà les amis, il est temps de répondre à la question tant attendue. Est-ce que USDT, c'est de la merde ? Et la réponse à cette question est on n'en sait rien. Et on ne peut pas le savoir. Et c'est là tout le problème. Donc maintenant, la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous avez envie de prêter de l'argent à l'entreprise USDT, puisque concrètement, on l'a vu, quand vous détenez un USDT, c'est ce que vous faites. Pour moi, à titre personnel, je vous dévoile tout de suite ce que j'en pense, c'est non. J'ai pas envie de prêter de l'argent à USDT en échange de rien. Maintenant, si ça vous arrange pour tout un tas de raisons, peut-être que vous pouvez faire le choix de le faire, pourquoi pas. Comme on peut le voir ici, en ce moment, la dette américaine offre du 3%, et 3% pour une entreprise qui a une market cap de 66 milliards, c'est quasiment 2 milliards par an de revenus. 2 milliards par an de revenus, pour une entreprise, c'est très très confortable, il faut vraiment qu'elle dépense n'importe comment pour arriver à faire faillite avec de telles rentrées d'argent. Est-ce qu'ils se sont pris une carotte sur Celsius ou sur Evergrande ou sur je sais pas quoi? On ne peut pas le savoir, je ne le sais pas. Et en tout cas, si c'était le cas, et si par exemple dans 5 milliards de baisse encore sur leur market cap, ils devaient faire faillite, tout se passerait exactement comme ça se passe en ce moment. Et si par exemple encore 50 milliards de baisse sur leur market cap et ils feraient toujours pas faillite, c'est pareil, il se passerait exactement la même chose. Donc, comme on ne peut pas savoir, moi, j'ai pas envie de prendre le risque parce que je n'ai pas d'intérêt à posséder de l'USDT, car il y a d'autres alternatives en stablecoin qui me plaisent
beaucoup plus. On va faire le tour de ces stablecoins dans le reste de cette petite série. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer cette vidéo et abonnez-vous aussi à la newsletter anglophone Drunken Tapir si vous parlez anglais. Très bientôt, il va y avoir un super dossier sur l'uranium et je vous garantis que ce genre de dossier, vous n'avez pas du tout envie de le manquer parce que en tant qu'investisseur, c'est très intéressant. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, il est temps de me rétribuer avec un petit pouce vers le haut. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'univers crypto pour la suite de nos aventures dans le monde merveilleux des stablecoins et pour plein d'autres trucs.